Bonne fête d'indépendance à vous tous qui nous suivez en ce moment. Le Bénin fête 62 ans d'anniversaire de son accession à l'indépendance. L'émission Free Speech revient à la veille de l'indépendance pour recevoir pour vous un invité spécial. Comme vous le savez, les réformes du système du partisan engagées sous le régime de la rupture ont vu naître de nouveaux partis politiques. Le dernier qui est en train de voir le jour est le Parti social libéral, dont nous recevons pour vous aujourd'hui le président de ce parti politique qui s'appelle Dr Henri Medride. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Et à vous pendant aussi. 52 minutes, nous allons tout savoir sur vous et sur ce parti politique, comme je l'ai dit tantôt, qui est en train de voir le jour. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, docteur Henri Medride, si on devrait vous connaître vous-même, si vous devez faire votre présentation, que diriez-vous? Je m'appelle Henri Medride, Henri pour le prénom et Medride pour le nom. Docteur, c'est mon titre académique. Merci. Je suis un enfant de ce pays. Je suis né à Maro Militaire. J'ai grandi à Zongo, face à l'Unafrica. Et puis après, j'ai émigré vers Akwapa. J'ai fait mon primaire, une partie de mon secondaire au CEG Saint-Rita. Et je suis venu parachever mon BPC jusqu'à mon baccalauréat au CEG de Séguéa, à Akwapa. J'ai fait l'Université nationale du Bénin. Après, j'ai poursuivi mes études supérieures en Europe. Je suis diplômé de carrière. J'ai passé 30 années de carrière professionnelle au ministère des Affaires étrangères en tant que diplomate de carrière. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je suis un homme de culture. Et je suis un homme de passion politique. De passion politique, justement, on va commencer par cette passion politique-là. C'est vrai que vous créez bientôt, c'est vrai, le parti existait déjà avant que les réformes du système partisan ne viennent engouffrer tout pour redémarrer tout à zéro. Aujourd'hui, votre parti politique va voir le jour bientôt. Alors, nous allons faire un petit exercice, c'est-à-dire vous allez vous prononcer aujourd'hui sur l'actualité du pays, l'actualité socio-politique et économique du pays. Vous, en tant qu'acteur politique, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes passionné de la politique, vous êtes acteur de la politique, vous animez la vie politique béninoise. Si vous devez vous prononcer aujourd'hui sur la situation de façon générale de notre pays, que diriez-vous en quelques minutes? Le Bénin, alors je vous parle, est dans une situation paradoxale. Ah bon? Paradoxale. Je vois un gouvernement à l'œuvre, un pouvoir exécutif qui s'acharne à construire, à reconstruire, en déconstruisant par endroits. Ce qui est normal d'ailleurs, parce que pour construire, il faut détruire d'abord. Je dis que le Bénin est dans une situation paradoxale. Parce que normalement, pour ce que je vois mis en sentier, comme sentier, cela devrait être motif de fierté pour tous. Et l'argent devrait, en principe, animer la vie économique. Vous mettez l'accent sur quoi, par exemple, Monsieur le Président? Oui, monsieur le journaliste, je vois un pays qui se métamorphose pour la grande fierté des Béninois. Mais je vois un peuple que je ne trouve pas enthousiaste. Il y a un hiatus. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, pour être plus clair, vous pensez que le régime qui est là mise beaucoup plus sur les infrastructures que le bien-être de la population, c'est ça? Vous commencez par partager avec moi le même constat. C'est une question que je vous pose, Monsieur le Président. Oui, oui. Je trouve que
il y a quelque chose encore à faire. Notamment? Parce que la politique est au service de l'homme. Le développement, c'est l'homme qui est son alpha et l'oméga. Si, comme on l'a dit, chez les chrétiens, si vous perdez un seul de ces brebis-là, retournez, réintégrez-le. Le peuple, c'est la donne essentielle. Le peuple, il est incontournable. Tout bonheur politique ne se réalise que pour l'épanouissement humain. C'est ça notre nom, social-libéral. Nous sommes un parti centriste et panafricaniste. D'accord, un parti centriste et panafricaniste. La situation socio-politique ou encore économique du pays, vous venez de donner votre point de vue de façon brève. Alors, cette semaine, on a constaté, on a vu la visite d'Emmanuel Macron au Bénin. Suite à cette visite-là, il y a eu quelques détenus en griffe politiques, selon certains, qui sont libérés. Comment pouvez-vous interpréter ces deux événements-là? Est-ce qu'il y a une coïncidence selon vous? Monsieur le journaliste, je suis un passionné de politique, mais je suis diplomate de carrière à la retraite. J'ai une autre clé d'analyse. D'accord, allez-y, on veut suivre votre analyse Nous par sommes rapport à à ces la faits. veille de la fête de l'indépendance de notre pays. Il est évident que le pouvoir de grâce s'exerce par le souverain. Mais là, le pouvoir, ce n'est pas une grâce présidentielle. C'est juste que ces détenus-là sont libérés par le juge. Vous pensez que le juge peut faire quelque chose sans les instructions du sommet? Ah, cela voudra dire que le juge n'est pas indépendant, c'est ça? Ce n'est pas ça. C'est la République qui est ainsi organisée. Tout est structuré. Rien n'échappe au pouvoir supérieur. Le pouvoir supérieur a son tempo, a son agenda et exerce ses pleins pouvoirs. N'oubliez pas aussi, la justice, ça fait partie des pouvoirs régaliens de l'État. Et ceci, ils avisent. Les animateurs de la justice aussi ont leur jeu, leur choix, et savent comment accompagner le pouvoir exécutif. Cela voudra dire tout Moi, simplement... je n'associe pas. Quand on pense que c'est parce que Macron est passé qu'on a libéré tel, on a libéré tel, on a libéré... Non. N'oubliez jamais que le Bénin est un pays souverain. Et que ces choix ne dépendent pas de la conjoncturalité. D'accord. En tant que diplomate, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes bien sûr un diplomate à la retraite, cette visite de Macron, selon vous, c'est symbolique à quoi? Moi, je me réjouis. Je me réjouis. Peut-être qu'on va me taxer d'être de la vieille école. Il est important que des autorités de cette importance-là, de ce rang-là, vous rendent visite pour apprécier le chemin que vous faites. Est-ce que vous pensez que le Bénin gagne quelque chose en cette visite-là? Bien sûr. Comme quoi? Le Bénin gagne en termes de promotion communicationnelle. D'abord, ça veut dire que c'est un pays fréquentable. Oui. Emmanuel Macron qui vous rend visite, il y a votre image qui est projetée. Il y a votre image qui passe sur toutes les chaînes du monde, qui passe sur tous les réseaux sociaux. Ceux qui n'en savaient rien commencent à vous découvrir. C'est important. Et puis aussi, ça apporte de l'oxygène. Ça rassure vos autorités sur ce qui est fait. Et ce qui doit être corrigé aussi, les chefs d'État savent se le souffler aux oreilles. Ça apporte beaucoup de choses. Ça peut conduire à un gel, quand ça peut porter à un dégel de situation. Si l'autre a apprécié et vous a choisi parmi une cinquantaine de pays de vous visiter, ça vous apporte quelque chose à votre aura. Et le peuple ne peut que s'en enorgueillir. D'accord. Monsieur le Président, nous allons évoluer avec le temps, nous allons revenir sur ça. Aujourd'hui, vous animez un parti politique, mais
pour avoir lu votre parcours, en 2016, vous étiez parmi les premiers partisans des premières heures à soutenir le chef de l'État actuel, Patrice Talon. Comment se fait-il que 2000, après 6 années passées à la tête du pays, vous n'êtes plus avec le président de la République? Monsieur le journaliste, là c'est faux. Nous l'avons rencontré en 2015. Plus précisément, le 23 octobre 2015. Il venait de rentrer d'exil. Et la plateforme des forces sociales libérales, on s'appelait encore la PDFSL. Bien sûr. Nous avons fait une déclaration qui date de janvier 2016. Pour soutenir sa candidature. Nous l'avons accompagné. Nous l'avons accompagné. Mais il faut reconnaître que le PSL est un laboratoire. Nous, on continue toujours de réfléchir. On continue toujours de chercher quelle est la meilleure approche. Parce que le Bénin est un pays particulier. Vous ne pouvez pas partager plus de 800 km de frontière avec le Nigeria. Mais du moment où vous avez soutenu le chef de l'État en 2016, mais en 2022, vous créez votre parti politique qui, entre-temps, avait soutenu le chef de l'État. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus comme ça avec le chef de l'État. Sinon, normalement, vous devriez être, pourquoi pas, dans les deux blocs qui soutiennent aujourd'hui le chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous tournez dos à sa politique ou carrément vous pensez qu'il faut créer un autre système idéologique pour évoluer? Monsieur le journaliste, je vais de façon humble et citoyenne vous retracer notre histoire. Bon, on ne va pas prendre tout le temps. Pour... Non, je voudrais juste que vous répondiez à cette question-là. Ça va vous coûter juste, nous coûter 2 minutes, pas plus. Les sociaux-libéraux viennent de loin. Historiquement, notre premier congrès constitutif date de 2010. On s'appelait encore le Rassemblement pour l'unité, le progrès, le développement. En 2015, c'était la PDFSL. Je rappelle au passage que c'est grâce au RUPD que moi j'ai pu me porter candidat à la présidentielle en 2011. En 2015, quand on rencontrait le citoyen Patrice Talon, qui n'était pas encore candidat, c'était pour le convaincre de notre choix et de l'assurance qu'il fallait lui donner. Notre déclaration de janvier 2016 était pour dire que c'est lui ou personne d'autre. Et après, on a fait campagne. Il a été élu. Oui. Et puis, nous avons tenu notre congrès constitutif en tant que parti social-libéral. C'était le 16 juillet 2016, au Palais des Congrès. Et on a dit, nous sommes un parti centriste et panafricaniste. Nous n'allons pas nous laisser fusionner comme ça. Nous défendons un idéal. Nous avons un projet de société. Nous avons des choix. Nous avons des propositions à faire pour ce pays. Il ne faut pas se laisser dissoudre dans la masse. Il faut tenir un peu et tenir bon. On n'a pas pris de distance. La preuve qu'on a continué de parcourir les états-majors de tout ce que ce pays compte comme parti politique. Qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la mouvance, les sociaux-libéraux, toujours il y a ce que nous appelons les physiques de courtoisie, il y a les alliances de circonstances. Nous y prenons. D'accord. Monsieur le Président, nous allons revenir sur le parti proprement dit, le parti social-libéral. Alors, ce parti politique qui va organiser son congrès d'ici quelques heures, je pouvais dire ainsi, parce que ça serait le 1er août, je crois bien. Le 1er août. Alors, selon vous, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Parce que avec les réformes, on a vu des partis politiques, mais pourquoi avoir attendu quelques mois avant les élections législatives pour constituer les dossiers, enfin être en conformité avec la loi? Monsieur le journaliste,
quand nous édictons, on a parlé de réforme, non? Pourquoi tout ce temps? Voyez les 5 doigts de votre main. Les 5 Ils ne doigts sont ne pas sont pas égaux. égaux. Les points de départ ne sont pas identiques. Il y en a qui se battent pour leur foi, qui se battent pour leur idéal, et qui n'ont pas les moyens qu'il faut. Nous faisons partie de cette catégorie-là. Nous avons un idéal, nous avons un projet de société, nous avons foi, mais notre départ a été laborieux. Mais il n'est jamais tard, parce que le pouvoir politique est d'essence divine. Le pouvoir politique est d'essence divine. Il a dit, c'est à moi l'or, l'argent, le diamant, j'en donne à qui je veux, quand je le veux, où je le veux, et à qui il le veut. Alors, votre parti vient à son heure, tout vient à simplement. son heure, tout Vient à à fait. son heure. Et le congrès constitutif qui est pour... Le congrès constitutif, c'est déjà depuis c'est- le 16 juillet 2016. D'accord. Actuellement, c'est le congrès de mise en conformité. C'est pour ça qu'on appelle le congrès extraordinaire de mise en conformité, Conformité. du parti par rapport aux réformes intervenues au niveau du système partisan. Oui. Alors, et selon vous, ce parti politique, c'est vrai que d'autres partis politiques, on maîtrise un peu les les projets de société, mais pour le Parti social-libéral, pourquoi le Parti social-libéral et qu'est-ce que vous défendez concrètement? Qu'est-ce que vous voulez apporter au peuple béninois? Monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays qui a connu le plein emploi. Vous vous rappelez? Autant de... Sous la Révolution, tout ce sous pays la- a connu le plein emploi. Comment en sommes-nous arrivés avec des millions de diplômés sans emploi? Ça doit vous préoccuper parce que c'est votre génération. Mais on parle taux de chômage qui n'avoisine que les 2%, selon le Non, gouvernement. laissez mon frère Amegbidi. Il connaît ses normes de calcul. Il a ses références. Mais la réalité se vit dans chaque famille. Chaque famille sait combien de maîtrisards, combien de nantis de doctorat, combien de nantis de typos d'ingénieurs. Ils traînent encore la maison avec leur papa, sans pouvoir se marier. Et donc, vous venez pour corriger ce tir, c'est ça? Et ça fait offrir une chance à la jeunesse. Permettre à ce pays de voir sa jeunesse nourrir un rêve et bander les muscles Eh ben, pour le réaliser. Le régime qui est là est en train de faire quand même un grand pas dans ce domaine, notamment sur le plan de la politique. C'est pratiquement le régime qui fait la promotion de la jeunesse, vous ne voyez pas? Faisons beaucoup attention entre ce que l'État en tant que structure apporte et ce qu'on appelle les liens affectifs, la dynamique socio-mentale. Un peuple en politique a ses libertés internes, a ses ressorts internes. Ce n'est pas l'État qui régente ça. L'État crée les conditions, l'État crée des facteurs, l'État crée le cadre. Mais le reste revient à la dynamique mentale des populations. Nous pensons que le PSN a un grand pari à prendre là. Ça fait un. Le PSN est pour la communalisation à la base. Ça voudrait dire quoi? Que la décentralisation telle qu'elle se conduit n'est pas encore le meilleur modèle en termes de développement local. Que notre pays peut faire encore mieux. Un pays qui est compartimenté en 12 départements, où toutes les autres populations, pour avoir de l'oxygène, se replient sur Cotonou. Vous ne pensez pas qu'il soit temps même de renvoyer la capitale vers l'intérieur? Mais d'autres ne seront pas d'accord avec non, vous. Mais c'est pour ça que nous sommes en politique. C'est pour ça qu'on parle de débat politique. Qu'on parle de choix de nation. Oui. Le PSL est pour que les communes qu'on appelle des communes à statut particulier. Il n'y a pas de communes à statut particulier. Les communes, c'est d'abord la municipalité. Nous sommes pour l'érection de gouvernorat. Dans ces communes qu'on appelle à statut particulier. Il nous faut dépasser ça. Ça, c'était les partenaires qui nous avaient apporté ça. On était dans les années 2000. On était dans les années 98, 99. Il nous faut dépasser ça.
pour nous retrouver nous-mêmes et proposer quelque chose pour nous-mêmes. Pourquoi nous voulons toujours trimballer hein, ce que les autres ont proposé comme concept? Nous-mêmes, nous sommes incapables d'élaborer nos propres concepts en tenant compte des fondamentaux de notre culture, de nos us et coutumes. Mais est-ce que vous êtes en politique? Est-ce que vous n'allez pas... Est-ce que vous avez proposé tout ce que vous êtes en train de dire là? Parce que la politique aussi, c'est ça. On peut être à la touche et faire des propositions à ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous avez pensé à faire ça? Il y a le cadre légal. Nous sommes en train de réintégrer le cadre légal. Qui est avoir des représentants à l'Assemblée nationale, par exemple? Avoir son récépissé. Avoir des représentants de l'Assemblée. C'est ça le grand combat pour un parti politique. C'est à cela que nous nous attelons actuellement. Parce que nous avons des choix à proposer. Nous pensons qu'on peut faire autrement, qu'on peut procéder autrement. Et que beaucoup de citoyens sont avec nous et portent et partagent les mêmes principes, le même projet de société que nous. Alors, vous parlez des élections. Il faut, pour ce cadre idéal, il faut aller à l'Assemblée nationale et ça doit forcément passer par les élections législatives qui se pointent à l'horizon, c'est en janvier prochain, ou même la Sénat a déjà fait sortir la liste pour constituer les dossiers. On a parcouru cette liste-là. Est-ce que vous pensez que bien avant la date de clôture de ces dossiers-là, vous serez prêt dans tous les domaines pour participer à cette élection-là? Je vous répondrai positivement. Oui. Parce que nous avons pris la mesure des choses. Nous pensons pouvoir être prêts. Mais il y a l'autorité. C'est l'autorité qui donne le récépissé. C'est l'autorité qui concède l'autorisation d'existence légale. Nous on fera tout. À partir de la tenue de notre congrès extraordinaire, on fera tout pour que nos dossiers, une fois apprêtés, puissent parvenir au ministère de l'Intérieur pour bénéficier de l'onction de ce récépissé. Nous ferons tout pour être à l'Assemblée. Nous ferons tout pour nous conformer à l'exigence que constituent les 10%. Et par exemple, dans cette liste, on a parlé d'une caution de plus de 162 millions de francs CFA pour avoir 63 millions, 700 millions pour avoir tous les représentants sur les listes. Est-ce que vous pensez que cette caution-là, c'est, selon vous, si vous devez apprécier cette caution, que direz-vous? Monsieur le journaliste, ceux qui ont été les auteurs, les protagonistes de ce format de réforme n'ont pas réalisé ce que c'est. Pourquoi? Ils étaient partis certainement dotés de plus grands moyens pour nourrir leurs rêves. Ils étaient dans des positions plus ou moins confortables et n'ont pas pris en compte la réalité du terrain. Quelle est cette réalité-là? Nous venons. Nous avons composé avec cette réalité au niveau des 77 communes, au niveau des 12 départements. Nous vous jurons que ce n'est pas démocratique. C'est trop de sacrifices qu'on a imposés au peuple, qu'on a imposés aux leaders politiques. On ne décrète pas la politique. La constitution des partis, c'est d'abord sur la base de sensibilité. Vous venez d'évoquer la caution à verser, les 163 millions, 600 000. Dites-moi, quel est le parti politique où on ne paie pas les cotisations mensuelles, où on ne paie pas les frais d'adhésion? Quel est ce parti politique qui peut se satisfaire à cela? On n'avait pas besoin de ça. Mais il est vrai que ça faisait partie quand même des normes pour jauger, pour sélectionner. Mais attention, quand la démocratie devient une démocratie sélective, c'est ce que nous appelons la démocratie censitaire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, Monsieur le Président, c'est une manière pour quand même écarter les partis politiques entre griffes plaisantins, comme ils ont l'habitude de le dire? Vous ne pouvez pas prendre des lois dans une république pour écarter une couche de la population. Là, c'est un crime. En République. Si c'est ça votre dessein, en tant qu'autorité, en tant que dirigeant,
vous vous êtes trompé. Mais malgré cela, vous Parce allez que vous tout ce qui présenter à est fait en l'élection. République, c'est d'abord pour les citoyens. On doit chercher à élever le statut des citoyens. Et non le nivellement par le bas. C'est ça que le PSL combat. À tous, égalité de chance. Parce que la nation a besoin de la contribution de tous ses enfants. L'exemple de la jarre de Guézo. Si tous les enfants de ce pays, avec leurs doigts, venaient boucher les trous de cette jarre, le Bénin serait sauvé. N'oubliez jamais ça. Mais quand vous pensez que c'est grâce aux capitaux que vous allez élever la conscience citoyenne, mais c'est grave. Dans un État moderne, vous voyez ce que vous avez dans le pays comme pouvoir d'achat. Vous gagnez combien? Et vous élevez. Vous voulez que les autres parviennent. Quand partout on dit c'est grâce aux élections qu'une nation se construit. Une nation, c'est une volonté collective, massive qui s'exprime. Vous voulez étouffer ça. Pourquoi vous voulez étouffer ça? Non. Vous ne pouvez pas étouffer ça. Parce que c'est grâce à ça que vous êtes venu au pouvoir. On ne nomme pas un ministre parce qu'il a des cartons de diplôme. C'est une volonté politique. Et normalement, ça doit être l'émanation des partis politiques. C'est les partis politiques qui se concertent pour désigner les meilleurs de leur creuset, de leur écurie. Pourquoi vous voulez empêcher tout ça? Ça fait partie de tout ce qui empêche le sang de circuler dans votre corps. Oui, ce que le sang est à l'organisme humain, c'est ça que la politique est par rapport à la nation. Les gens pensent qu'il faut aller chercher loin quand on parle de démocratie, quand on parle de manque de démocratie, quand on parle de déficience de démocratie. Mais c'est là. Il faut laisser les règles se jouer de façon populaire. Que chaque citoyen y trouve son compte. Quand vous tordez le cou à ça, vous êtes déjà dans l'antidémocraticité. D'accord. Et ça, c'est pour la caution. Nous allons revenir maintenant sur la question de 10%, parce que c'est une question qui constitue en quelque sorte de casse-tête pour certains partis politiques qui participent depuis peu aux élections, aux diverses élections. En 2023, il y aura encore cette question de 10%. Vous venez en quelque sorte de naître avec votre parti politique. Il y a des partis politiques qui sont déjà là, qui animent déjà la vie politique au Bénin, le paysage politique au Bénin. Pensez-vous, si vous allez aujourd'hui aux élections, vous allez réunir les 10% pour avoir des représentants à l'Assemblée nationale? Je vous répondais en vous disant oui. Comment? Vous basez sur quoi? Mais comment? Ceux-là qui ont édicté cette loi, vous pensez qu'ils sont en mesure de réaliser les 10%? Mais ils avaient réalisé. Mais ils avaient réalisé. Lorsque vous prenez... S'il vous plaît, monsieur le journaliste, ils avaient réalisé ça dans des conditions qu'on connaît. Vous parlez de quelles conditions? Ce n'est pas dans des conditions de compétition ouverte. Si nous sommes dans une situation de compétition ouverte telle que nous la souhaitons pour 2023, mais vous serez étonné d'être surpris. Pour avoir les 10%, c'est ce qu'on ne dit pas. Vous avez entre 11 et 15 députés qui proviennent d'un peu partout. C'est grâce aux réformes du système partisan que le PSL a pu faire le travail. Le PSL a fait un travail de fourmi. Comme les autres partis politiques d'ailleurs, pour réunir les membres fondateurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'était pas aussi facile que ça, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais on verra. C'est au pied du mur qu'on connaît le vrai artisan. Que l'autorité nous apporte son option. Et on verra ce que 2023, le 8 janvier, va donner. On verra, tout simplement. Alors, quel est aujourd'hui votre rapport avec les autres partis politiques? Monsieur le journaliste, posez la question aux autres partis politiques. Mais vous êtes là, si nous connaissent. Non, oui, je vous pose la question aussi. En tant que président du parti politique, je vous pose la question également. Nous, on a été de tout ce qui est relations institutionnelles.
Le PSL est un parti centriste. Nous n'avons rien contre notre opposition qui est là. Nous n'avons rien contre le pouvoir en place. Nous sommes au centre et nous sommes comme un observatoire de la démocratie, tout en y participant. Nous ne sommes pas des anges. Nous avons nos insuffisances. Mais nous avons des idées claires. Un pays pauvre comme le nôtre n'a rien à cirer des déchirements. Nous aimerions être force politique de médiation. Parce qu'on a vécu beaucoup d'expériences à l'étranger. Ne pensez pas que les États-Unis, c'est seulement les démocrates et les républicains. Non, ils ont leur histoire, ça fait 3 siècles. Vous êtes différents d'eux. Ne pensez pas que grâce au numérique, vous pouvez rattraper ces fondements-là. Non. Nous pensons que dans un pays comme le nôtre, il serait bon qu'il y ait les forces de la mouvance, les forces de l'opposition. C'est comme ça que vous l'appelez ici. Sinon, on parle des forces de gauche et les forces de droite. Nous, au milieu là, nous sommes forces de médiation. Et la République en a besoin. Alors, mais aujourd'hui, des voix s'élèvent. Il y a plusieurs partis politiques qui vont aux élections législatives de 2023. Mais des voix s'élèvent pour dire, par exemple, pour proposer à ce que ces partis politiques qui naissent de plus en plus constituent une grande force, comme des grandes forces de partis politiques qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir, pour aller aux élections ensemble. Est-ce que si, par exemple, ces partis politiques arrivent à vous proposer ce schéma-là, est-ce que vous allez accepter? Nous allons vous répondre. Nous ne naissons pas pour le plaisir de l'être. Nous sommes prêts à ce qu'on s'asseye. Mais qu'on discute sur la base de nos projets de société. Vous prenez quoi dans nos projets de société? Nous acceptons quoi dans votre projet de société? Faisons la synthèse. Pourvu que le peuple y trouve son compte. Pourvu que la République y trouve son compte. Si c'est ce principe-là, le PSL est partant. Nous devons construire notre pays. Je continue de répéter. Vous ne pouvez pas avoir un pays avec ouverture sur l'océan. Un pays qui partage plus de 800 km de frontière avec le Nigeria et avoir un peuple affamé. Et avoir des malades. Et avoir des analphabètes. Ah non! C'est-à-dire là, le politique a échoué. Je ne veux pas dire la politique. Oui, je sais. Là, le politique a échoué. Tout à fait. Parce que ça fait autant de données géostratégiques que vous devez capitaliser. Si on n'a pas encore atteint le pouvoir qui est en place, fait ce qu'il doit faire pour créer les conditions matérielles, les conditions infrastructurelles. Mais on a encore le plus grand bond, le plus grand saut à faire. Construire le social, construire l'humain. On ne s'y attelle pas encore. Hein? Non, 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 non. C'est un autre mental. Mettre le peuple à la tâche, mettre le peuple, lui faire acquérir la culture du travail. La culture de faire bouger les lignes. La culture de construire le pays. Parce que les infrastructures, c'est bien beau. Tant que vous êtes en période de paix. Mais un peuple affamé, c'est comme une bombe à retardement. Donc il faut qu'on puisse déjà commencer par préparer. Et ça passe par l'éducation. Ça passe par la recherche scientifique, la recherche application, la recherche développement. Et tout ça là, vous prenez tout ça dans votre parti politique. Alors, vous avez la certitude d'aller aux élections législatives de 2023. Vous avez même la certitude de réunir les 10%, de gagner, d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, une fois, nous mettons dans l'hypothèse que vous êtes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous allez proposer au peuple béninois, concrètement parlant, à l'Assemblée nationale? La première chose que nous aurons à proposer, c'est le dialogue. Vous pensez que le dialogue manque au peuple béninois aujourd'hui? J'arrive. Le dialogue. Il faut toujours rechercher tout ce qui crée de l'enthousiasme populaire. Une nation ne se construit que dans l'adhésion populaire. Ah, il faut rechercher ça. Il faut rechercher ça. Parce que tout bien que vous produisez,
toute infrastructure que vous proposez, vous construisez, c'est pour leur bien-être. Et il faut que ça soit géré, internalisé. Donc le dialogue avec le peuple, ça doit être une donne permanente. En dehors du dialogue, nous allons nous attaquer à tout ce qui fait employabilité pour la jeunesse. Tout ce qui fait la libération de la femme. Surtout qu'au PSL, sur nos listes à venir, ça va être 50% femmes, 50% hommes. on va revenir sur ça. Donc tout ce qui puisse procurer de la visibilité, tout ce qui puisse offrir de la perspective à la jeunesse, c'est fondamental pour nous. Et puis les problèmes de sécurité, naturellement. Ça devient une donne cruciale. La sécurité pour le peuple. La sécurité pour la nation. Voilà. J'ai déjà parlé de la communalisation à la base. Nous devons refonder notre économie. Oui, nous devrons refonder notre économie. Nous devons construire une économie. Une économie, ce n'est pas rien que des données statistiques. Une économie se construit. La consommation, la production, tout ça se construit. La lutte contre le chômage, la lutte pour le bien-être, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à une culture, le droit à un environnement sain, et permettre à sa jeunesse de rêver grâce à l'auto-entrepreneuriat. Est-ce que, tel que vous alignez les choses, c'est comme si vous avez un bâton magique pour changer les choses du jour au lendemain. Vous pensez que c'est facile, Monsieur le Président? Quels sont les atouts aujourd'hui que vous avez avec votre parti politique pour changer la donne du jour au lendemain? Parce que tel que vous parlez, c'est comme si vous détenez un grand secret pour changer le Bénin du jour au lendemain. Est-ce que vous n'êtes pas théorique par hasard? Monsieur le journaliste, moi là, citoyen Henri Médrit qui vous parle, je ne fais que raisonner par rapport aux engagements contenus dans le projet de société du Parti socialiste. Et nous parlons de ça justement. Et cet engagement-là... Donc ce n'est pas théorique. Oui, porté par votre parti politique. C'est des engagements publics. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quand nos Monsieur citoyens vont arriver à cette étape où les projets de société que vous leur offrez, ils transforment ça en des droits légitimes, actionnables devant les juridictions. Vous saurez que ce n'est pas de la théorie. Vous vous engagez pour faire, vous vous engagez pour offrir, vous vous engagez pour satisfaire. Vous saurez que la politique n'est pas facile, mais elle est la chose meilleure. Parce que c'est là où le peuple se construit, c'est là où la nation se construit. Les projets de société que tout le monde pense banaliser, c'est faux. Quand vous venez au pouvoir, ça devient des droits légitimes que tout citoyen peut actionner devant les juridictions pour vous mettre en demeure. Monsieur le Président, aujourd'hui, on a constaté que lorsque nous parlons de projet de société, les Béninois ne prennent pas en compte trop cette histoire de projet de société et préfèrent aller droit au but en choisissant le candidat qu'ils jugent idéal sans passer forcément par le projet de société. Cela voudra dire, c'est comme si vous avez comme argument solide le projet de société. Est-ce que vous pensez que le Béninois d'aujourd'hui a cette maturité-là avec le taux d'analphabète que nous avons au Bénin? Est-ce que vous pensez que le Béninois a cette maturité-là de jauger votre projet de société afin de porter le choix sur vous, sur votre parti politique lors des élections? Je vais vous répondre. Je connais mes frères, je connais mes sœurs au Bénin. Oui, qui ont cette manie de négliger l'essentiel de leur existence citoyenne. Nous l'avons fait. On banalisait tout. Mais avec le nouveau pouvoir, quand on s'est mis à nous appliquer les principes en matière de fiscalité, vous avez vu ce qui se passe? Mais c'est ça l'État moderne. Et le nouveau pouvoir n'invente rien. C'est comme ça que les projets de société, nous allons passer par là. Nous serons obligés de nous asseoir pour décliner les projets de société tête par tête, partie par partie. Oui, parce que si les gens avaient compris
que le projet de société que je présente, c'est comme le contrat social que je stipule, que je signe avec le peuple, que je signe avec les masses des électeurs. Et quand la masse des électeurs prendra conscience qu'elles sont en mesure d'en faire une obligation d'exécution pour vous, ça va être la plus grande révolution. C'est ce qui se prépare. Aujourd'hui, on est là, à l'étape où le fisc règne. Dans sa réalité, le nouveau pouvoir n'invente rien. C'était comme ça, mais il y avait le laxisme. Et il nous faut cesser d'être laxistes nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. Vous ne pouvez pas banaliser le projet de société. Parce que c'est ça qui est l'identikit du candidat que vous voulez élire. Ah, vous devez vous asseoir. Et il propose quoi? Est-ce qu'il le ferait? S'il ne le ferait pas, j'ai quel moyen pour le mettre en demeure de le réaliser? Parce que c'est votre droit le plus absolu. C'est grâce à votre vote individuel, là, capitalisé, que lui vient au pouvoir. Il n'est pas libre de ses choix. Il a proposé un projet de société. Et c'est par rapport à ça qu'il a été élu. Ça devient pouvoir un droit légitime et ça devient une obligation légale pour lui. C'est comme ça une nation moderne. Alors, pour ce projet de société-là, nous sommes à quelques mois des élections. Comment vous pensez vulgariser ce projet de société pour permettre à tout Béninois qui n'est pas forcément, un Béninois qui ne comprend pas forcément la langue française ou d'autres Béninois analphabètes qui sont au fin fond du Bénin, comment vous pensez vulgariser ce projet de société-là pour convaincre ces Béninois-là à porter le choix sur vous en 2023? Je vais vous dévoiler quelque chose. Allez-y, nous sommes là pour ça. Dévoilez-nous tout d'ailleurs. Le Parti social-libéral, en allant à la rencontre, en allant chercher l'adhésion déjà de ses membres fondateurs, a toujours pris soin de remettre entre leurs mains: voici notre projet de société, voici nos statuts, voici notre règlement intérieur, voici notre document de vision sur la jeunesse, notre document de vision sur la femme. Nous n'avons reçu aucun membre fondateur sans qu'il n'ait été préalablement briefé sur le projet de société. À son tour, dans sa localité, d'en imprégner, qu'on soit alphabétisé ou qu'on ne le soit pas, ou qu'on soit intellectuel ou non. Il leur revient de faire cette tâche-là. Nous, c'est par là qu'on a commencé. Par acquis de conscience. Parce qu'on ne gouverne pas un peuple d'analphabètes. Les Béninois sont trop intelligents. Ce n'est pas seulement l'appropriation de la langue nationale. Les Béninois sont très intelligents. Très intelligents, je sais de quoi je parle. S'ils veulent le savoir, ils le sauront. Il va appeler tel. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Il a dit ça. Moi, si tu as trouvé ça, explique-moi ça. Il faut qu'on arrive à ce béaba en termes de citoyenneté. La citoyenneté, ça fait partie de la modernité de la nation. L'exercer, c'est encore mieux que d'en être passif. D'accord. Merci, Monsieur le Président, par rapport à cette réponse à ma question. L'autre question, l'autre préoccupation, c'est beaucoup plus la représentativité de la femme. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je vais revenir sur ça. Aujourd'hui, on parle de 24 postes en raison des 24 circonscriptions électorales réservées uniquement pour la femme. Dans votre parti politique, qu'est-ce que vous avez de particularité par rapport à la représentativité de la femme? D'abord, les 24 qui sont réservés légalement pour dire que ça va se répartir comment? On ne va pas élire pour elles? On ne va pas élire pour elles? Elles seront nommées? Non. Normalement, ça passe par une élection, Monsieur le Président. Très bien. Nous, au PSL, là, c'est 50% femmes, c'est 50% hommes. Et nous avons nos Amazones qui s'occupent de cette problématique. Pourquoi vous avez opté pour cette politique de la promotion de la femme, aller jusqu'à 50%? Mais quand vous prenez la population de ce pays, tout le monde sait que le pourcentage en femmes, c'est 52% au minimum. Et que nous, les hommes, nous sommes en minorité numérique. Nous sommes autour de 47%. Pourquoi vous n'avez pas leur accordé la parole? C'est des citoyennes.
Vous êtes des citoyens, elles sont des citoyennes. Elles ont leur contribution à apporter à la construction de la nation. Mais est-ce que la tâche a été facile pour vous, vu les pesanteurs socioculturelles de notre pays? À vouloir promouvoir 50% de femmes, monsieur le Président. Je l'ai tenté une fois. J'avais conduit la campagne de la coalition Caméléon en 2015 pour les législatives. J'en étais avec deux grands dévanciers dont j'étais ici le nom et à qui je rends hommage. J'avais conduit ça. L'appareil de cette coalition-là en 2015, c'était moi qui l'avais conduite. J'étais arrivé au-delà de 33%. Parce que je m'étais imposé ce devoir. Je n'étais pas chef de parti politique. Aujourd'hui que je suis chef de parti politique, ce grand rêve, j'aimerais le réaliser. Moi, je suis un intellectuel. Un intellectuel se bat d'abord pour un idéal. Un intellectuel se bat pour l'avènement de nos sociétés. Moi, c'est mon combat actuellement, ça. D'accord. Monsieur le Président, il nous reste encore quelques minutes seulement à passer. Nous allons parler maintenant du congrès qui se tient ce 1er août. Pourquoi vous avez choisi la date du 1er août? C'est quand même la fête de l'indépendance où tout Béninois serait chez lui en train de fêter la session à l'indépendance. Pourquoi vous avez choisi le 1er août? Nous l'avons choisi pour des raisons. Quelles sont ces raisons-là? Des raisons d'abord d'impact républicain. Le 1er août, nous, notre génération-là, nous, on n'est pas des enfants de l'indépendance. Nous sommes des enfants de la pré-indépendance. D'accord. Nous avons vu nos parents en 60, en 61, en 62, en 63. Même avec le conseil présidentiel, comment ça s'animait la fête de l'indépendance. On a perdu ce charme. Nous aimerions qu'on revienne au charme. Il y avait le défilé militaire, il y avait aussi le défilé des entreprises, le corps civil. On doit revenir à ça. Le défilé du 1er août, ce n'est pas réservé seulement au corps habillé. La population qui entreprend, la population qui produit, la population qui vote pour nous doit être du défilé. C'est pour rappeler ça, que c'est un jour de grande effervescence morale, culturelle et politique pour la nation. C'est pour la raison, c'est principalement la raison. C'est cette symbolique-là que nous voulons célébrer. D'accord. Qu'on a tenu que notre congrès se tienne ce jour-là, pour marquer les esprits. Pour marquer les esprits. Parlez-nous maintenant de ce congrès. Comment ça va se passer? D'abord, ce congrès se tiendra dans un grand hôtel à Ouedo. C'est curieux, non? Pourquoi vous avez choisi Ouedo? Dans la commune d'Abomey-Calavi. On y a découvert une grande palace. On dit, mais un Béninois qui a laissé les grands centres où il peut se faire beaucoup d'argent pour venir doter son village d'origine, sa localité d'origine, d'une infrastructure aussi imposante, avec une salle qui a une capacité d'accueil de 1000 sièges. C'est pour ça que nous l'avons choisi. Pour faire la promotion également. Oui, pourquoi pas. C'est une image. Vous êtes en train de promouvoir tout à l'heure dans votre projet de société. C'est les Béninois. Fait la promotion de son lieu d'origine. Investir comme toutes les grandes nations, tous les autres le font. Est-ce que les autres partis politiques sont invités à ce congrès? Bien sûr, bien sûr. De l'opposition, de la mouvance. Du moment où je suis ici, sur votre plateau, je réitère, je renouvelle, je leur ferme cette demande-là, pour leur dire, rencontrons-nous le 1er août. C'est fête de l'indépendance. Restons en communion. Venez, on va réfléchir ensemble. Il y a la naissance du PSL. Que vous soyez de l'opposition, nous, on n'est pas contre vous. Qu'on soit de la mouvance, nous, on n'est pas contre vous. Parce que nous sommes des forces d'ouverture. Nous voulons être rassembleurs. Voilà. Et alors, votre mot de fin, à présent, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission-là, que diriez-vous à la population qui vous suit, également à ces différents membres de votre parti politique? Monsieur le journaliste,
Si j'ai une adresse spéciale à faire, au nom des organes dirigeants du PSL, au nom des commissaires politiques du PSL, Vous pouvez regarder la caméra également pour... au nom des militants, des membres fondateurs, militants et sympathisants du PSL, je nous dis, la politique, elle est dynamique. Elle a besoin de la contribution de chaque citoyen. Ne méprisez plus votre rôle. Ne méprisez plus ce que vous êtes. C'est vous qui nous faites venir au pouvoir. La puissance de nous dire non, vous la détenez. Mais attention, ce pays est en train de prendre un nouvel envol. Le PSL n'est pas contre ça. Mais le PSL encore, il va plus loin et dit que ça peut être amélioré. Ça peut être encore amélioré. Rien d'humain n'est éternel. Ne nous fermons pas. Ne nous fermons pas. Restons ouverts tout en demeurant vigilants. Merci, monsieur le président du parti politique PSL, Parti social libéral, qui tient son congrès le 1er août prochain. Je vous souhaite bonne chance avec toute l'équipe de notre production ici. Et on se revoit bientôt. Peut-être après ce congrès-là, on va se revoir encore. Pourquoi Merci, pas monsieur. après les élections législatives, vous promettez déjà avoir les 10% pour se retrouver à l'Assemblée nationale. Non, moi, tout ce que je remets toujours entre les mains de Dieu. D'accord, merci, monsieur Mais le le président. minimum est mis en place pour qu'on y arrive. Sinon, on D'accord. ne serait pas en politique. Avec la providence divine. C'est la fin de cette émission où nous avons reçu pour vous Dr Henri Medrid pour nous parler de son parti politique qui tient son congrès extraordinaire le 1er août prochain. On se retrouve très bientôt, chers téléspectateurs, pour un autre numéro de votre émission Free Speech. À bientôt.